Chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce troisième hors-série consacré à l'actualité chaude, même brûlante, de notre cher championnat portugais, le départ de Marcel Keizer au Sporting. Avant de vous présenter l'équipe, je confirme bien qu'on a échangé les rôles avec Alexandre. On essaye, on teste des choses, hein, et c'est bien lui qui est chroniqueur aujourd'hui. Alex, Ouais, comment vas-tu? Ça va, tranquille, on a fini les partiels là. C'est bien. Donc, je suis un homme libre et heureux. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça fait d'être chroniqueur? Oh, c'est du bien d'être de notre partie là. Ouais. Bon bah aujourd'hui tu vas débattre avec Jordan. Ouais, Jordan, ouais, Jordan. bah oui, bah on va parler bien sûr du Sporting, donc comment ne pas faire cette émission sans Jordan. Jordan, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va bien et toi? Bah moi ça va très bien. Bon, on fait un petit coucou aussi à notre doyen Raoul qui devait faire sa rentrée aujourd'hui. Pour des raisons professionnelles il n'est pas là aujourd'hui, on lui fait un coucou et on l'attend très 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 rapidement Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Donc pour les prochaines émissions lundi, soyez bien au rendez-vous lundi prochain pour le prochain Golasso. On est d'accord, Alex? Voilà. On est d'accord, on avance, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, pourquoi ce Golasso plus aujourd'hui? Parce que depuis lundi, depuis notre dernière émission, ça a beaucoup bougé au Sporting. Fin d'un mercato très mouvementé. Le départ de Rafinha à Rennes pour 20 millions d'euros, le départ de Thierry Corré à Valence pour 12 millions d'euros, le départ de Moussa Diaby à Beşiktaş, mais ça on s'en fiche, et arrivé dans la précipitation donc de Fernando, jeune ailier du Shakhtar Donetsk. Yannick Bolasie, très connu en première ligue, donc qui arrive de Everton si je me trompe pas, et José Rodriguez qui arrive donc du Paris Saint-Germain forcément. José Rodriguez. Donc voilà, ça c'était lundi. Qu'est-ce qu'on apprend le lendemain, mardi? Mardi, on apprend donc que Marcel Keizer, arrivé en novembre 2018 au Sporting, détenteur donc des deux dernières coupes du Portugal et de Coupe de la Ligue, et qui a terminé 3ème la semaine dernière, n'orientera pas l'entraînement de mercredi. C'est bien Lionel Pontes, l'entraîneur, le récent nommé entraîneur des U23, qui a très bien commencé sa saison dans le championnat de la Ligue Révélation en U23, donc qui s'occupera de l'intérim. Je crois que c'est pour 6 matchs, c'est ce qui a été dit par le président Jordan. Non, il a dit qu'il y avait tout simplement pas de durée. Pas de durée. C'est les 6 matchs dans la presse, si je dis pas de bêtises. Oui, dans la presse, ils avaient dit 6 matchs, un intérim de 6 matchs, voilà, jusqu'à la trêve, jusqu'à la prochaine. Ouais, c'est plus une intérim. C'est un CDI. C'est un CDD. Donc. 6 matchs, ce serait quoi? C'est jusqu'à la prochaine trêve? Ouais, c'est jusqu'à la prochaine trêve, ce serait à peu près. T'aurais un match de. Un mois, en gros. Ouais, t'aurais un match de Coupe de la Ligue, ou un Coupe de la Ligue, je crois, 2 matchs de championnat et 2 matchs de Ligue Europa. Le Sporting est possible, c'est peut-être qu'ils veulent faire un test, voir si sur ce mois-là ça peut marcher, et si ça marche, ça garde, si ça marche pas, ça vire. Voilà. Après, je sais pas s'il y a des spécialistes du droit du sport qui nous écoutent, mais je suis pas sûr que tu aies le droit de faire une intérim aussi longue en tant que coach de foot. Il me semble qu'il y avait eu un entraîneur, je sais plus si c'était Bruno Lage ou Solari, où justement ils avaient dû acter, soit dire qu'ils continuaient ou qu'ils ne continuaient plus, parce que justement la durée limite était trop longue. Après, je sais pas si c'est un mois, mais il me semble que c'est un peu plus court que ça, justement. D'accord. À voir. Ouais, ce serait bien de savoir ça. Donc ma première question, on va arriver donc sur le cas Marcel Keizer, et j'ai envie de commencer par toi forcément, Jordan. N'est-ce pas extrêmement tout de même surprenant de se séparer d'un entraîneur à cette période de l'année, un 3 septembre, juste après donc un mois d'août, juste après donc une pré-saison. On avait beaucoup parlé du fait de laisser une pré-saison à Marcel Keizer après sa saison dernière qui avait été au final plutôt réussie avec ses 2 coupes et cette 3ème place. Mais donc j'ai envie d'avoir tout simplement ton avis sur le fait. Est-ce que tu as été surpris ou est-ce que tu as trouvé ça limite logique que Marcel Keizer s'en aille dès ce mois de septembre? Un peu entre deux, surpris, je dirais pas forcément jusque-là, parce que il y avait quand même déjà des bruits de couloir de la direction qui voudrait peut-être s'en débarrasser, etc. Ça s'était amplifié après il y avait eu les premiers bruits de couloir après la Supertasse, le 5-0, et les seconds bruits de couloir après le match contre Real. Et après le match contre Real, on est pas mal à se poser la question, justement, est-ce que ce serait une bonne idée de virer, entre guillemets, Keizer? Moi, dans un premier temps, je me dis oui, honnêtement. Mais dans un deuxième temps, en fait, la grosse question, c'est par qui on le remplace. Si c'est pour le remplacer par Pontes, non merci, c'est une mauvaise idée, en fait. Après, si c'était pour le remplacer par un plus gros nom, oui, ce serait une bonne idée. Pour plusieurs raisons. Au mois de mai dernier, honnêtement, jamais de la vie, j'aurais dit faut se débarrasser de Keizer cet été.
on entame la prochaine saison avec un nouveau coach, vu ce qu'il avait fait en 6 mois, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était 6 mois prometteurs en fait. Bah, moi je regardais ses stats tout à l'heure, Jordan, c'est 2,14 points par match en moyenne. Ce qui est- Après, Très bien. C'est très bien. c'est très bien, mais le problème, c'est que, enfin, le problème entre guillemets, oui et non, c'est qu'il compte 3 points pour tous les matchs nuls finis au tir au but. Oui. Ah oui, Donc d'accord. si ces matchs nuls là, tu les comptes comme des matchs nuls, déjà ça fait un petit peu baisser la moyenne. En fait, il a même plutôt une bonne moyenne hors Liga, mais il a une moyenne en Liga plutôt très très moyenne, on va dire. Parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble depuis qu'il est là, Benfica a pris 70 points et lui il en a pris 55, quelque chose comme ça. Donc il y a un différentiel de plus de 15 points en 6 mois, c'est assez fort quand même en Liga 9, qui est un championnat où on perd peu de points au final. C'est clair. On est en septembre, il a déjà pris un 5-0 en Supertas, il a fait un match nul à Maritimo, une défaite contre Rio Ave. Ça fait beaucoup de points perdus et le problème en fait c'est qu'on lui avait entre guillemets laissé une chance d'avoir sa pré-saison et malgré sa pré-saison en fait il a toujours les mêmes problèmes, voire pire. Ouais, mais moi là, il y a un truc que je comprends, c'est en fait, tu le vires, j'ai l'impression que tu le vires pour le match, à cause du match de Rio Ave. Ouais. Je pense pas que ce soit juste le match de Rio Ave, parce qu'au final, quand même, il fait une pré-saison où on fait 7 ou 8 matchs, on n'en gagne aucun. Donc si ça s'arrête là, c'est de la pré-saison. On arrive à Maritimo, on fait un très mauvais match à Maritimo. Enfin non, la Supertas. Bon, bref, n'en parlons pas. Ensuite, en fait, la Supertas, si on la perdait juste pour la perdre, ça me dérangerait pas, honnêtement, je l'ai toujours dit, même après avoir gagné contre Benfica pour la première de Jorge Jesus, la Supertas, pour moi, c'est le dernier match de pré-saison. Mais perdre 5-0, c'est perdre 5-0, il faut connaître. Ensuite, on arrive à Maritimo, on fait un très mauvais match, honnêtement. Ensuite, la deuxième journée. C'est pas ça, Braga. Portimonense. Non, c'est Braga d'abord. Non, c'est Braga, voilà, c'est Braga. Braga. On fait 20 bonnes minutes, on va dire, 25 bonnes minutes, et ensuite on coule contre Braga qui avait fait un match d'Europa League 3 jours plus tôt, et on dirait que c'était l'inverse. Ensuite, Portimonense, plutôt un bon match pour une fois. Et ensuite, Rio Ave, pareil, on se prend un but bête dès le début, puis ensuite on fait aller 20, 30, 40 bonnes minutes max, et ensuite on laisse le jeu à Rio Ave et on coule. Bon, le 2-2, je vais pas le commander, pour moi il n'y est pas, mais dans tous les cas, Mais en tout cas, c'est la façon de penser de Kaiser C'est ça. qui a fait qu'on se l'ait pris aussi. Mhm. C'est dans les deux sens. Et Mais Jordan, ouais, si tu gagnes ce match-là, Kaiser il saute pas. je pense pas. c'est ça le problème en fait. Je pense pas. Mais on peut pas dire que c'est uniquement le match de Rio Ave qui l'a fait sauter. Je pense que c'est la goutte d'eau en fait, tout simplement. On va dire la victoire lui aurait laissé pas une seconde chance, mais une chance de plus, on va dire. Et s'il perdait pas de points bêtement dans les prochaines journées, peut-être que ce serait parti Ouais, sur, en fait, il était sur un bonne fil. base. Je pense qu'il était sur un fil, honnêtement. Non, il était souvent sans fil parce qu'on sent quand même que si c'est la goutte d'eau, c'est un match où limite tu ne mérites pas de perdre, même si ta deuxième mi-temps est tout de même dans les intentions, comme tu as dit, Jordan, elles sont tout de même un peu limite révoltantes pour un club comme le Sporting à domicile. Cette goutte d'eau là, pour un match face à Rio Ave, quand même, où tu mérites peut-être pas de perdre, ça fait peut-être beaucoup pour un entraîneur quand même qui méritait peut-être pas de perdre, qui méritait pas de perdre sa place pour un match comme ça. Je pense que c'est un mélange d'intention, c'est un mélange de transition défensive qui n'a jamais été réglé depuis 6 mois. On tourne à un but par match. Honnêtement, je me souviens même pas de notre dernier clean sheet. Il doit dater d'avril. C'est peut-être la Coupe du Portugal face à Benfica. Et c'est pas en championnat. Ouais, si, le 1-0. Le 1-0. Ouais. Ça doit être ça. Hein. Ouais, mais ça doit pas être en championnat. Donc, en championnat, Dans les dernières journées, j'ai quelques trous parce que la fin de championnat servait pas à grand chose, mais. Très peu de clean sheet, on encaisse tout le temps un but, généralement très rapidement. Les fins de match, on se fait toujours peur. Enfin, ça reste très possible. Il y a très peu de matchs où on est tranquille et c'est pas normal pour un club comme Sporting. Et par rapport, parce que souvent, notamment sur les golasso de l'été, t'avais souvent parlé en fait du jeu de Kaiser, d'un profil Kaiser par exemple par rapport à Luis Felipe qui était plus profil Kaiser qu'un Bas Dost. Est-ce que quand on sent que cet homme a une philosophie et des principes de jeu, est-ce qu'il aurait fallu peut-être pas lui laisser quand même un petit peu plus de temps ou au bout de 8 mois, c'est vrai que on n'a pas eu de progression donc il faut changer? De base, c'est pour ça qu'on lui avait laissé l'été pour voir ce qui se passait avec une pré-saison. Mais après, je pense que le problème aussi, c'est que Varandas doit être sous pression. Et
imaginons que le championnat soit quasiment fini en octobre ou en novembre, c'est catastrophique pour lui et ça va sentir très très mauvais pour lui. On sait qu'il est énormément contesté et que lui-même il est limite sur un fil. Donc je pense qu'il a préféré couper la chose avant qu'elle dégénère justement. Si on parle du bilan de Kaiser en lui-même, on dira pas que le bilan de Kaiser est mauvais. Et pourtant c'est un coach qui s'est fait virer avant sa fin de première, enfin avant d'avoir fait une année complète quoi. Mais ouais, moi, c'est un truc. À la base, il était venu pour ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, pour le long terme. Et c'est vrai que, pour moi, en fait, le timing, il est bon si vraiment tu voulais le virer. Donc là, comme ça, au bout de 4 matchs, voilà, c'est comment dire, c'est la trêve. T'as le temps encore de rattraper tes points de retard. Mais c'est vraiment très court. En fait, c'est vraiment, c'est très tôt dans une saison de virer un coach comme ça. Je crois que c'est. Moi, je ne me rappelle plus, à part PCO l'année dernière, mais bon, PCO c'était autre chose. Ouais, c'était plus tard, PCO. Ouais, c'était plus C'était tard. encore plus tard. C'était encore plus tard. Ouais, c'était la trêve suivante. C'est vraiment très, très, très tôt dans une saison de dire vas-y, on change tout. Enfin, je trouve ça. Tu fais toute la pré-saison avec un entraîneur, avec donc ses méthodes, son style de jeu, son recrutement peut-être, qu'il a peut-être demandé des joueurs ou quoi. Et à la fin, au bout de 4 matchs, tu perds tout et tu es obligé de limite tout recommencer. En fait, c'est ça qui me fait peur et ça montre un peu la stabilité du Sporting depuis ces 2 dernières années. Quoi. Oui, parce qu'en fait, il faut rebondir un peu sur la fin du mercato. Parce que je sais pas comment tu l'as pris, Jordan, parce que tu n'étais pas là lundi. Mais est-ce que cette fin de mercato, quand même, montre une sorte d'instabilité d'avoir vendu, même si les offres étaient très belles, celle de Thierry Correa, celle de Rafinha, sont des offres limite que tu pourras jamais autant valoriser ces 2 joueurs, je pense, que 20 millions d'euros pour Rafinha et 12 millions d'euros pour Thierry Correa. Donc c'est limite irrefusable. Mais ce sentiment un peu d'instabilité au niveau de l'effectif, avec des recrues qui sont des joueurs, dont surtout Bolassier et Ressé, qui ont quand même été des joueurs qui ont été ont eu souvent des problèmes de blessures. Est-ce que ce timing-là entre le mercato, cette fin de mercato très agitée, tout le mercato agité à cause de Bruno Fernandes et le départ de Kaiser, ça fait quel sentiment tu as, surtout après cette fin de mercato? Au niveau du mercato, moi personnellement, les sorties me dérangent pas. Les sorties du dernier jour, c'est des bonnes sorties niveau financier. De toute façon, je pense qu'il fallait plus ou moins les faire. Et Thierry, techniquement, n'était pas là pour être titulaire. Et Rafinha était titulaire, mais techniquement, il est remplaçable. On va dire que non plus, on n'était pas à Rafinha dépendant. Moi, le problème, c'est plutôt au niveau des entrées et surtout l'image que ça renvoie. En fait. Hier, Aranda, dans son interview, disait que justement, il avait pris 3 joueurs en prêt pour une première raison. La première, donc, c'était que tout simplement, il n'y avait pas les moyens. Bon, certes. Bon, oui, c'est pas vraiment, mais bon. Cette première raison, elle peut être défendable. La deuxième raison, c'était que justement, il disait que l'année prochaine, 3, 4, 5 sub-23 seraient rajoutés à l'effectif. Et que justement le fait d'avoir des joueurs en prêt avec option d'achat non obligatoire permettait d'intégrer tout simplement ces joueurs l'année prochaine au lieu de se retrouver avec des contrats de 3 à 4 ans de joueurs entre guillemets moyens qu'on aurait pris pour dépanner. Mais le problème en fait de cet argument, c'est qu'on n'a pas non plus recruté de gros prospects en fait. Si on avait fait un recrutement comme il y a 6 mois où on était parti récupérer Plata, on était parti récupérer Matos Nunes, même si c'est peut-être moins prometteur, ça reste un joueur prometteur. Cet été, on est parti recruter 0 joueur de ce profil-là en fait. T'as Camacho qui si tu lui donnes du temps de jeu, etc., qui peut être vraiment un très bon joueur, je pense. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, Camacho, c'est censé être pour l'équipe A dès cette année en fait. Oui. Dans la façon dont il était présenté, il a joué du nombre. Il a joué en U23 Camacho, non. Non, pas encore, donc il a pas joué. Jamais convoqué ni rien. Okay. Autant Plata a commencé la saison en U23 et a atterri dans les convoques, mais Camacho a toujours été avec la A, s'est toujours entraîné avec la A. Enfin, à part si avec changement d'entraîneur, il ne peut absolument pas l'entraîneur, il est censé être avec la A cette année. Après, j'ai vu là dans un article comme quoi Kaiser a été viré aussi parce qu'il ne faisait pas assez confiance à la formation. Là, mais à quelle formation? Parce que il y aura peut-être des U23 l'année prochaine, mais pourquoi que l'année prochaine n'est pas intégré maintenant des jeunes joueurs dans U23 qui d'ailleurs font un excellent début de saison au groupe pro dès maintenant en fait. Mais au groupe pro, ouais, je suis d'accord, il y en a pas mal qui devraient être dedans. Après, dans le 11 par exemple, honnêtement, j'en vois 0.5. On dit potentiellement Plata.
C'est ça, c'est qu'au final, si on rebondit un peu sur la formation, si on regarde, parce que là on parle, en fait, entre nous, on parle beaucoup de la génération de 2002, des Bruno Tavares, Joelson Fernandez est un 2003 mais a joué dans cette équipe, qui commence vraiment à émerger dans cette équipe U23, mais quels sont les 2001, les 2000 du Sporting qui cette année auraient pu prétendre à jouer une place en équipe première? J'en vois aucun. Si tu regardes la saison des U19 du Sporting l'année dernière, elle est très moyenne, donc ils ont fini derrière l'échange. Donc quel jeune aurait vraiment pu déjà jouer cette année avec l'équipe première, juste s'entraîner déjà, peut-être pas jouer mais s'entraîner. Et c'est ça le gros problème, c'est que même pour l'année prochaine, ça va déjà sera des joueurs de 18 ans. En fait. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis persuadé que ça. Enfin, on va revenir encore même débat que d'habitude, mais que tu aies 18 ans ou 15 ans ou 16 ans, pour moi, ces joueurs-là, ceux qui font U23, ils sont totalement capables de revenir en moins de trop, en fait. Je pense qu'il y a quand même encore un gros gap entre les U23 et la Ligue Anoche, c'est ça. La génération 2002 du Sporting, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais ils n'ont fini que 3ème en U17 l'année dernière. Donc après c'est que du résultat, je suis d'accord, mais je veux juste relativiser par rapport aussi à que le championnat U23 est un championnat ultra jeune, et Jordan est forcément d'accord avec moi parce qu'il le sait que le fait qu'il n'y ait plus d'équipe au Sporting est un énorme inconvénient. Clairement, pour moi, des joueurs comme Joelson, donc Joelson, sur ses 16 ans, il va faire les 17 ans cette année. Elles vont se retrouver à être trop forts pour les U23 dès cette année. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'eux en fait? Autant peut-être Joelson est un crack et on va directement l'intégrer en A, mais on va pas intégrer Joelson plus Plata plus Tavares, etc. On va pas se retrouver avec 5 ailiers de moins de 19 ans. Oui. Et ces joueurs-là vont déjà être trop forts pour les U23 et on n'a pas de B. Et j'ai peur que dans le lot, il y en a qui finissent comme Bragança en fait. Bragança qui était peut-être le seul joueur de génération plus âgée qui pouvait avoir une place en A. Et au final, il se retrouve prêté en D2. Voilà, donc juste avec ce qu'on voulait dire, c'est que le reproche de la formation sur ces 2 dernières saisons vis-à-vis de Marcel Kaiser, il n'a pas lieu d'être. Ça semble compliqué de lui en vouloir pour la formation. Il potentiellement Bragança. Voilà, peut-être que pour Bragança, mais voilà. Après, il te lance Thierry Correa. Et il te lance Thierry Correa. Après, il est obligé, mais il te lance Thierry Correa. Il est un petit peu obligé, ouais. Mais il le lance quand même. On sait jamais, il aurait pu se positionner sur Ilori, mais mais là ça aurait été vraiment plus que de l'obstination, quoi. Mais ouais, il l'a quand même fait, je suis d'accord. Mais bon, il a eu des circonstances pour le faire aussi. C'est pour ça que moi ça m'a un peu surpris cette raison. Je me dis quand même c'est un coach qui a été formé qui a entraîné à l'Ajax et tout. Je dis bon, l'expliquer les jeunes comme quoi il faisait pas jouer les jeunes, ça allait moyen. Pour moi, ça me surprend aussi déjà pour 2 choses. C'est que dans ce cas-là, tu mets Pontes. Donc il y a 2 trucs. Soit tu le mets pour faire jouer les jeunes directement, mais pour moi, il n'y en a aucun qui a sa place maintenant. En fait, j'ai pensé à la convoque à Boavista. Honnêtement, à part faire rentrer des joueurs dans la convoque pour être sur le banc, je vois personne intégrer le 11. Sauf peut-être Plata, mais je pense pas. Ou soit du coup tu comptes sur lui pour 1 an, et là c'est encore plus inquiétant. Si tu comptes sur lui pour être là l'année prochaine encore, on parle d'un mec qui a échoué à Martimo, on parle d'un mec qui a échoué en Hongrie, on parle d'un mec qui a réussi en D3 ou D4 espagnol. C'est surréaliste qu'un coach qui l'année dernière descend en D4 espagnol ou D3 espagnol se retrouve à la tête du Sporting. C'est ça, c'est pas possible. Donc déjà, le postulat de base entre oui ou non pour le départ de Kaiser, il dépend de ce choix-là. Et si ce choix, c'est Pontes, c'est un mauvais choix. Donc, il n'y a même pas de débat dessus pour moi, tellement c'est un mauvais choix. En fait. Ouais. C'est catastrophique. Donc Jordan, on en revient aux questions des dirigeants. Valland a déjà été élu, je crois, en novembre 2018 à la tête du Sporting, ou un peu plus tôt, peut-être octobre. Octobre, donc non, septembre. Ok, bah ça fait 1 an qu'on a que le président est là, donc qui a succédé donc d'abord à Sousa Sintre et avant lui à Bruno Carvalho, donc accompagné par le directeur sportif Hugo Viana, presque un an de mandat. On a donc eu ces derniers jours ultra tendus avec le mercato. On avait le sentiment d'un discours avec un projet vis-à-vis d'un entraîneur qui s'appelait donc Marcel Kaiser, qui n'est plus là aujourd'hui. On a un entraîneur des U23 qui a un historique quand même qui est pas extraordinaire, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que le club veut faire de lui. Ma question elle est simple, où va le Sporting ? Si on décide de garder ce coach-là, on se dirige pas vers quelque chose de bon. Vraiment, ça m'inquiète vraiment ce choix de coach. Je sais pas si au final il va vraiment rester. Je pense pas, t'as quand même en contact avec. T'as des bons mecs sur le marché, t'as Pablo Machine, t'as
Au pire, t'as même du Miguel Cardozo, hein, c'est peut-être moins pire. L'entraîneur du Betis, enfin l'ancien entraîneur du Betis. Betis. Qui est 7ème. Voilà, exactement. T'as du beau monde sur le marché. Je pense que le Sporting est capable d'aller chercher ce genre d'entraîneur. Je parle même pas de Lionel Ranieri ou quoi, mais. J'espère. J'espère vraiment, tout simplement qu'ils disent qu'il n'a pas de durée de contrat pour l'instant parce que tout simplement le deal n'est pas fait avec le futur coach, c'est possible. Mais ça m'inquiète vraiment en fait. C'était déjà le cas avec P0. Et ça avait mis longtemps hein, que Kaiser soit élu. Il y a eu beaucoup de rumeurs d'abord avant que Kaiser soit l'élu il y a un an. Donc on se demande est-ce que Varange vire l'entraîneur, il a viré P0 l'année dernière, il vire Kaiser, mais le successeur il prend son temps. Ça a coupé, Mathieu? Ça a coupé. Oui. Pardon. Ta dernière phrase. Non, je disais juste que est-ce qu'il prendrait pas un peu son temps quand même, un petit peu trop son temps, Varange, à trouver son nouvel entraîneur? Déjà, ça va être déjà son 3e coach. Moi j'ai l'impression que ça se trouve, il anticipe même pas la chose. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que je voulais dire. Ouais, ça donne cette impression-là. Ça donne cette impression-là. Il vire et il se dit oh bon bah maintenant je vais chercher un coach sur le marché. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ouais, c'est vraiment inquiétant sur ce point-là pour le coup. Ça donne limite et toi, Jordan, une impression d'amateurisme. Au niveau de tes deux présidents, là, donc il y a Bruno Carvalho et la Varandas, tu étais plus pour qui toi là? Enfin, pour ça fait un an, ça fait qu'un an, donc c'est compliqué, même pas un an. Ouais, ça fait presque un an. Toi, t'as une préférence? Les 4 premières saisons et demie, enfin même 5, parce qu'il arrive en mi-saison, les 5 saisons de 5 années de BDC, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, honnêtement. Son premier mandat, on peut pas lui reprocher. BDC n'était plus l'homme de la situation, tout simplement, parce que je pense que le pauvre, il a fait un burn-out. Il a fait un burn-out, tout simplement. Oui, et pour moi, la raison pour laquelle, à la fin, je ne voulais plus de BDC, c'est tout simplement parce que le pauvre homme... il avait besoin de repos, quoi. C'était plus l'homme de la situation. Non, mais c'est vrai. Et c'est très difficile de lui faire des vrais reproches sur ces 5 années. Sur la politique sportive. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Sur la politique sportive, quand on voit aujourd'hui qu'il y a encore quelques vestiges de l'époque de Bruno Carvalho, par exemple, Jérémy Mathieu, c'est lui quand même qui a réussi à le convaincre de venir au Sporting. Et encore aujourd'hui, il rend d'énormissimes services en défense. Donc, au niveau de la politique sportive, on peut rien lui reprocher. Là, on a un an de Varange. Il y a quelques reproches. Oui, quelques reproches, mais bien sûr. Très très haut niveau gestion sportive. En 5. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais qu'en 5. Le principal reproche que je lui ai fait, c'est la suppression de l'équipe B. Et sa dernière saison, voire les 2 dernières saisons, la gestion de la masse salariale qui a explosé avec des noms très très moyens. On se retrouvait avec des joueurs payés à 2 millions et des top joueurs de la formation payés à 1 million. C'était pas très très logique et avec une masse salariale pas loin de celle de Benfica. Mais sur tout le reste, pour l'instant, il est incomparable avec tout ce qu'on a eu les 30 dernières années. C'est une autre cour. Et sur Varange, alors, sur ce premier mandat? Il y a des choses plutôt bonnes. Par exemple, la gestion des jeunes avec tous ces surclassements, etc. C'est bon, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu justement sous BDC qui était un problème. Mais par exemple, il y a des très gros points noirs, comme ce changement de coach qui n'a pas l'air maîtrisé. Le dernier jour du mercato, les 3 arrivées, je suis très très mitigé. Il y a des points noirs. Après, je demande à voir. Au final, si on prend le bilan en mai dernier, j'aurais dit que le bilan était positif. Mais en prenant le bilan maintenant, je suis déjà un peu plus mitigé. D'accord. Ok. Alex, sur ce que tu vois depuis un an? Moi, j'ai l'impression que BDC avait plus de compétences. Je parlais des dirigeants, ils savaient mieux gérer les choses, ils avaient plus de compétences. Ses coachs étaient très bien choisis. Il y a eu Jardim et aucune Kostet, c'était très 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 bon. Varanda, j'ai l'impression que c'est plus limité dans le terme sportif. Il connaît moins bien le foot que BDC. Mais c'est pour ça qu'il s'est entouré d'un directeur sportif, Hugo Viana. Mais est-ce que Hugo Viana était vraiment l'homme de la situation, lui qui a eu qu'une seule expérience au Bélédien? Quand on voit les rumeurs de coach, on voyait les rumeurs de coach sous BDC et sous Varanda, c'est totalement différent. D'ailleurs, Kaiser, moi je ne le connaissais pas du tout, pour être sincère. Et voilà, j'ai l'impression que BDC connaissait mieux le football que Varanda. Ouais, clairement, comme tu l'as dit, ses choix de coach étaient irréprochables. Première saison complète, il prend Jardim, c'est une réussite. Deuxième saison, il prend Marco Silva. Bon, ça s'est pas forcément bien passé, mais Marco Silva reste un bon coach portugais, on va pas le nier. Troisième saison, il va récupérer Jorge Jesus. Bon. Non, c'est...
Moi, enfin, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression il représentait en plus vraiment le Sporting. Après, comme tu dis, il a fait un burn-out total, il est parti en vrille totale. Mais j'ai l'impression que l'homme connaissait le football et était sûr de ses choix et savait ce qu'il faisait. Alors, Loranda, j'ai l'impression que c'est moins maîtrisé, c'est plus voilà, la vache, sur des coups de tête. Voilà, je t'ai un entraîneur, mais bon, j'anticipe rien derrière. Ça me fait plus peur, moi, pour le Sporting de maintenant. En fait, je vois pas de projet. On en parlait en neuf, j'ai l'impression que le projet de Guimarães est plus solide et plus en termes que le projet du Sporting. Et moi, ça m'inquiète parce que le Sporting, ça reste le troisième plus gros club du Portugal et j'aimerais quand même qu'il retrouve sa beauté de même sous Jesus, quoi. Moi, ça se battait pour le titre et là, j'ai l'impression qu'on va encore vivre une année compliquée. Donc après, je sais pas ce que t'en penses, Jordan. Bah après, des fois, je me dirais, c'est triste à dire parce que en fait, le problème de Sporting, c'est qu'on est on a un énorme problème en fait, c'est cette dizaine de titres depuis 2002 et du coup on se retrouve à mélanger politique très court terme et politique plus long terme en fait et on ne sait pas doser vraiment la dosette et une saison de transition ça va vite être une catastrophe pour Sporting alors que finalement peut-être avec des saisons de transition on arriverait plus vite au titre en fait et on se retrouve bloqué entre deux choses et c'est vrai que après c'est normal quand t'es Sporting que t'as pas le titre depuis 17 ans de te dire qu'il le faut en fait. Mais j'ai l'impression que le jour où vous avez gagné le titre, c'est là où vous avez vraiment démarré un classique. Mais encore faut-il le gagner quoi. C'est que honnêtement, la saison 2016 nous a tués. C'est ça qui nous a tués. La frustration. Si on a eu le titre en 2016, ça aurait tout changé en fait. Bien sûr. Merci Ryan Ruiz. Non mais oui, la frustration. Non mais après la saison en 2016, par exemple, tout simplement, on aurait pu tout miser sur Alcochette, remettre un vrai cycle de formation. Si on faisait deux saisons moyennes, c'était pas grave, etc. Enfin, ça a tout changé. Et c'est aussi ça qui a causé la perte de BDC. Et la 2017-2018, les deux saisons où on n'arrive pas à gagner le titre, ça l'a. Il en devenait fou en fait. Ah, il en devenait fou, oui. On l'a remarqué. Hein. Mais ça fait une bonne transition pour ma prochaine question, Jordan. Parce que donc BDC, son dernier mandat, ça rime surtout avec la bataille d'Alcochette, si on peut l'appeler comme ça. Ce qui s'est passé donc en mai 2018. Est-ce qu'on a... Moi, franchement, j'ai un peu l'impression que le Sporting ne s'est pas encore relevé de cet épisode-là. À la fois au niveau mental et à la fois aussi au niveau de l'effectif, tout simplement. Quand tu perds 3 cadres que sont William Carvalho, Rui Patricio et Gelson Martins, plus 2 joueurs qui étaient censés être ton futur, Daniel Podens et Rafael Léão, je crois que j'en oublie pas, toi des joueurs importants, je vais pas compter Ruben Ribeiro. Est-ce que aussi, après un épisode pareil qui traumatise forcément n'importe quel club, si ça arrivait à n'importe quel club, ça aurait forcément traumatisé, est-ce qu'il faut quand même un peu de temps avant de se relever de cet épisode-là, malgré les 2 coupes de l'année dernière? Bah c'est ça le problème, c'est qu'on a vécu une situation pareille et derrière on a besoin de temps, sauf qu'au final on est le club qui a le moins de temps au monde. On a un changement de présidence plus le fait de pas avoir de titre depuis 17 ans. Donc même lui-même, Varandas, en fait, sait qu'il n'a pas de temps devant lui. Tout simplement parce que là, si on fait une saison blanche et que derrière la saison fin 2021 commence mal, c'est fini. Son mandat est fini. Donc même pour lui, honnêtement, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Ouais. Alex. Bon, il a tout résumé, hein, pour le coup, c'est vrai que c'est un épisode qui a marqué l'histoire du foot portugais malgré tout. Et ça aurait pu être pire avec Bruno Fernandes qui est revenu. Je pense que sans Bruno Fernandes, ça aurait été encore pire. Oui, c'est vrai. Sur sa décision. Donc, t'as Acuna qui est revenu sur sa décision, t'as Bastos, etc. Donc voilà, au final, ils ne sont pas trop mal sortis de cette histoire. Comme tu dis, ils remportent quand même 2 titres à la fin de la saison. Mais oui, tu te remets pas d'une trêve. Ouais, c'est un drame comme ça. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps. Financièrement, t'imagines je pense que le Sporting commencera à gagner des titres quand les jeunes commençaient à faire surface en A. Donc cette fameuse génération 2002 qui est très bonne et je pense que quand ces joueurs-là vont être intégrés en une, s'ils le sont, parce qu'il faut trouver l'entraîneur pour. Avec l'entraîneur qui leur fasse confiance, comme avec Benfica, avec Bolonage, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le Sporting va faire beaucoup de mal parce que c'est vraiment une grosse génération et s'ils leur font confiance, s'ils font pas n'importe quoi, je pense qu'on trouvera Sporting vainqueur, peut-être pas d'un championnat, mais des coupes sûrement, mais à moins lutter comme ils ont fait il y a en 2016. Lutter, c'est peut-être ça aussi la frustration, c'est sur lutter, quoi. 3 dernières saisons, tu ne luttes pas, quoi.
Les 2 dernières saisons de Jorge Jesus, c'est une catastrophe. Elles sont finies en janvier. Ouais. Enfin, même bon. Non, la dernière, en réalité, il y a eu la fin de championnat. C'est uniquement parce que La fin de championnat, tu peux finir deuxième. C'est-à-dire que. Non, mais je veux dire, il y a eu la lutte pour la Ligue des Champions. Parce que c'est le plus triste, c'est que dernièrement, on n'a même pas la lutte pour la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. La saison est finie en janvier, il n'y a pas d'objectif, quoi. Ouais. Mais maintenant, voilà, La dernière, pareil. j'ai hâte de voir le futur coach parce que. Est-ce qu'ils vont prendre un coach sur du court terme, comme ils ont fait comme a fait Braga avec Sapinto Attends avec Sapinto. Ouais. Attends. C'est clair, mais bon. On verra. Mais est-ce que tu vas prendre un coach sur du long terme? Mais Kaiser, c'est censé être ça. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Ça parlait d'Eusebio et il y avait une rumeur Eusebio, l'ancien entraîneur de Barcelone B, de la Real Sociedad. Voilà, si c'est un coach comme ça encore, si tu repars pour. Ça, pour de après, je pense l'inconnu, que hein. c'est son agent qui essaye de le placer. Ouais, ça je pense n'a pas l'air aussi, d'être je pense aussi. vraiment. Mais j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils vont aller chercher. Quoi. Est-ce qu'ils vont chercher un mec qui connaît la maison? Et j'ai peur qu'ils aillent rien chercher, c'est bien ça. Ah oui, non, c'est moyen. C'est catastrophique. Donc, C'est catastrophique. Après, si tu te retrouves avec un coach joueur, avec plus ou moins les mêmes idées de jeu, etc., il y a une transition naturelle qui se fait. De toute façon, honnêtement, le 11 type, peu importe le coach qui arrive, on le connaît déjà plus ou moins. Donc, il n'y a pas énormément de surprises. Tout dépend un peu du système de jeu avec lequel tu veux jouer, mais. Ouais, c'est ça. Mais après, de toute façon, vu que tu as BF, il n'y a pas de solution. C'est un 4-3-3 qui ressemble à un 4-2-3 ou un 4-4-2, quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui mettra BF bas sur le terrain en Ligue 1, quoi. Ouais. Enfin, ça m'étonnerait. C'est possible, hein. Ouais, ça m'étonnerait quand même. Rien que au niveau des. On sait très bien ce qui se passe dans le foot, etc. Au niveau des agents, etc. Ouais. L'agent se gênera pas pour mettre une petite pression à Varandas et il va vite remonter sur le terrain. C'est clair. Donc en conclusion, vous n'êtes pas confiant. Enfin, on peut pas. La conclusion, ça dépend. Voilà, ça dépend de l'entraîneur. C'est ça, exactement ça. Donc ça sera intéressant de. Bon, on fera une émission, je pense, là-dessus, lorsque l'entraîneur sera choisi. Mais comme a dit Jordan, tout dépend en fait de l'entraîneur qui sera choisi, tout simplement. Mais il y a quelque chose de clair, c'est que si on continue avec Pontes, il n'y a même pas de débat dessus pour moi, c'est catastrophique. D'accord. On est d'accord. Donc, après, voilà, comme tu l'as si bien dit à Mathieu, il faut donner sa chance au premier. Je l'ai dit souvent, surtout pour Sapinto, je l'ai dit. Mais bon, je suis en Europa League, donc je suis content. Hein. Après, on fait de la place dans la masse salariale pour le retour de Cristiano Ronaldo. Bon. Non, bien sûr. Son contrat finit dans 2 ou 3 ans. Il va venir en tant qu'entraîneur joueur. Ça coïncide, Joël. Ça aura 19 ans. Ce serait mythique. Ouais, non, après, peut-être que le mec va nous surprendre. Hein. Il a un bon début en U23. On sait pas. Après, je divague un tout petit peu, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Joelson n'a été sélectionné dans aucune sélection de jeunes. En fait. Je me demande, peut-être que je suis complètement à côté de la. En fait, il faudrait vraiment demander. Hein. Peut-être que c'est tout simplement Sporting qui l'a bloqué pour cette trêve-là, pour qu'il ait une chance. J'en sais rien, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Il n'y a tellement pas de raison rationnelle à son absence. Le mec, c'est le meilleur U17 de très très loin. Il n'est même pas sélectionné en U17. Il est meilleur que les U19. Il est en U23. Peut-être pas il se promène, mais on voit qu'il a un très bon niveau U23. Il n'est pas sélectionné en U17. Gelson, c'est les futurs cracks du football portugais. C'est quelque chose, hein. Après, il y a eu le même problème l'année dernière avec Ronaldo Camara, qui est un joueur de la même génération, officiellement, 2003. Mais qui l'année dernière a été très très peu convoqué, notamment dans sa génération, que ce soit les U16 ou même les U17, il avait été surclassé. Même si l'année dernière, personne n'a été surclassé après, en les U17, ils avaient surclassé personne, ni Ronaldo, Ouais, c'est vrai. J'approuve pas la solution, mais bon, disons, ils ont un argument, quoi. Mais là, il reste. Sa vraie sélection de jeunes, c'est le U17. Ouais. En plus, on sait très bien que les U17 et U19 sont plus médiatisés, entre guillemets, que U16 et U18. Et pourtant, il n'y est pas. Après, les U17, c'était qu'un stage de 3 jours, je crois. Donc, faut voir. Les U18, c'est un tournoi à Limoges actuellement, et les U17, c'était qu'un stage de 3 jours. Donc, bon, ça peut peut-être jouer. Faut voir lors des qualifs. Faut avoir vraiment pour les qualifs de l'Euro U17. Après, honnêtement, je sais pas s'il y a eu beaucoup de surclassement dans cette convoque-là, mais normalement, il devrait être en U19. En U17 ? Ah, en U19 ?
Dans les sélections de jeunes tout court. Il y a eu qu'un seul. Thomas, Attends, si, il y a eu un surclassement, il y a eu du surclassement. Il y a eu quelques Ouais, surprises. donc voilà. Non, il y en a eu. Bah, étonnant de le voir en U19. En 2003, il y a eu un surclassement, c'était le jeune de Braga, Diniz Gama, qui a été appelé, qui était en 2004 et qui a été blessé. Et donc on a rappelé un autre joueur de Braga qui s'appelle Jean Martins. Mais c'est le seul surclassement que j'ai. Pour les convoques de ce mois-ci, là, c'est les seuls surclassements que j'ai en tête. Je crois qu'il y a eu d'autres surclassements, U18, U19. Bah, peut-être, oui. Faut voir ça plus près. Je crois qu'en U18, t'as beaucoup d'U17. Un truc comme ça, mais il faudra regarder ça plus près. Ouais. Et t'en as un, de toute façon, t'as Thomas Esteves qui est déjà en série espoir. Oui, qui est chez les espoirs. C'est le cas extrême. Oui, c'est un cas extrême. Voilà. C'est la meilleure sélection de jeunes. C'est à U18, il se retrouve déjà en U20. Ouais. Donc, ça montre le crack que c'est aussi d'un côté. Bon les gars, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Je pense qu'on a été complet. Donc bah, merci à vous deux pour cette émission. Alex reprendra sa place bientôt, vous inquiétez pas. et voilà, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à réécouter les podcasts sur Deezer, Spotify et Apple Podcast bien sûr. Et on se voit lundi. Enfin, on s'écoute lundi. À lundi les gars. Merci à tous. Allez, à lundi. merci, ciao. Ciao.